chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, on se promène, on commence ça à Verdun et on finit ça à Québec. Et évidemment, je vous présente, comme toujours, deux organismes. Alors, bienvenue aux Héros Anonymes. Très heureux de vous retrouver cette semaine. On a le plaisir, comme je disais, de se promener. On va commencer avec Verdun pour la première partie de l'émission. Et qui dit Verdun dit un peu, je pense, inévitablement l'organisme Toujours Ensemble, un organisme qu'on va découvrir dans la prochaine demi-heure. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes. On a Mélissa Belle-Rose, qui est directrice générale de Toujours Ensemble depuis un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas. Et on a également avec nous Marc Taviofoli, qui est un ancien jeune participant, mais qui reste toujours très impliqué, Toujours Ensemble, a été très présent dans sa vie tout au long de son parcours scolaire et même encore aujourd'hui. Bonjour Mélissa, bonjour Marc Tavio. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer, très heureux, évidemment, de donner un peu la parole à Toujours Ensemble. Si vous le voulez bien, Mélissa, on va faire ça dans l'ordre et la méthode. Et pour ceux qui n'habitent pas Verdun, et pour ceux qui ne connaissent étonnamment peut-être pas encore Toujours Ensemble, qu'est-ce que c'est que cet organisme-là qui me semble assez vital et qui devrait être connu de tous? Merci beaucoup, Daniel. D'abord, je tenais à vous féliciter là, pour votre émission qui nous offre une si belle vitrine. C'est rare qu'on a la chance, en tant qu'organisme communautaire, là, de parler de ce qu'on fait à un auditoire. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité-là. Alors, c'est quoi Toujours Ensemble? Toujours Ensemble, c'est un organisme communautaire qui existe depuis plus de 40 ans à Verdun. Et notre mission est d'aider les jeunes de 6 à 17 ans à persévérer à l'école, à développer tout leur potentiel. Et on le fait par le biais d'activités parascolaires, des activités de loisirs et aussi là, des activités éducatives. Et ces activités-là font partie d'un continuum de services réellement centré sur le jeune, adapté à ses besoins, pour favoriser justement sa réussite scolaire. Et notre équipe accueille environ 500 jeunes par année. C'est quand même un bon nombre de jeunes. Et plus de la moitié de ces jeunes-là sont confrontés là, à des défis qui peuvent constituer des obstacles à leur réussite scolaire. Des obstacles comme les coûts associés au transport pour se rendre à l'école. Sur l'île de Montréal, les jeunes, surtout les ados, se rendent à l'école avec les transports en commun. Il y a des coûts associés à ça. Le manque de repas nutritifs, la méconnaissance aussi de la langue française, surtout quand le français n'est pas la langue maternelle du jeune, ça représente un obstacle. Un manque aussi de lieux sûrs, de safe space pour socialiser et très peu ou pas de sécurité financière, finalement des obstacles souvent liés à la pauvreté. Et comme vous dites, on est situé là, dans l'arrondissement de Verdun, un quartier en plein essor. Vous avez sûrement entendu parler de la rue Wellington, là, la rue la plus cool du monde. C'est la rue la plus cool et probablement la SDC, là, la Société de développement commercial la plus active que je connaisse à Montréal. Absolument, absolument. Alors, une communauté qui est très fière, qui est très engagée, qui est aussi en pleine transformation. Mais avec le coût de la vie qui augmente, plusieurs de nos familles, même ceux qui vivent là, au-dessus du seuil de la pauvreté, ont du mal à joindre les deux bouts. Toujours Ensemble est donc là pour s'assurer que les enfants de ces familles ont tout le nécessaire pour réussir, que ce soit des fournitures scolaires, un repas chaud le midi, la possibilité de participer à des activités de loisirs, des sorties, le fun à l'extérieur de la ville. Dans le fond, tous ces éléments-là contribuent à renforcer la réussite des jeunes à Verdun. Je trouvais ça extraordinaire déjà, Toujours Ensemble. Moi, en vous écoutant, ce qui m'a accroché au départ, c'est que vous disiez que vous soutenez les jeunes dès l'âge de 6 ans. Et ça,
C'est pas cas de figure. Lorsqu'on parle de persévérance scolaire, on dirait qu'on pense toujours au secondaire, au passage vers le post-secondaire si la persévérance est toujours au rendez-vous. Mais de commencer déjà si tôt dans le parcours, dès l'école primaire, je trouve ça fantastique. Absolument. Et j'imagine que à 6 ans, le type d'accompagnement n'est pas le même qu'un jeune en secondaire 3 qui est à risque de décrochage. Là. Exactement. Alors, comme vous dites, c'est ça, la programmation s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans. Alors, on accompagne le jeune tout au long de son cheminement scolaire. Et c'est ce qui fait, dans le fond, la différence aussi là, au niveau de nos services. On agit tant sur le plan personnel que sur le plan social aussi, en travaillant de concert, bien sûr, avec les écoles, les autres organismes, les familles aussi, pour accomplir notre mission au quotidien. Puis c'est de vraiment s'adapter aux besoins du jeune. Et on a je parlais tantôt là, d'un continuum de services, c'est vraiment d'entourer le jeune d'un filet social pour lui permettre justement de surmonter ces obstacles-là. Puis on a toute une programmation conçue là, pour l'aider à persévérer à l'école, de se sentir bien nourri et d'être stimulé aussi avec des activités sur l'heure du dîner, après l'école. C'est vraiment tout un continuum de services et de programmes là, qui aide le jeune à cheminer dès l'âge de 6 ans, dès la maternelle, finalement. Wow. Et parlant de jeunes, j'en ai un devant moi, qui n'est pas entre 6 ans et 17 ans, mais qui l'a déjà été. On a Marc Tavio avec nous en studio. Marc Tavio, comment Toujours ensemble est arrivé dans votre vie? Oui, bonjour. Premièrement, c'est une drôle d'histoire. Comment j'ai découvert Toujours ensemble. Donc, ma famille et moi, nous avons immigré à Montréal en 2005. Et nous avions un ami de mon père qui habitait dans Verdun. Et nous nous promenions dans les rues de Verdun dans le but de trouver un appartement. Dans le temps, les gens mettaient des pancartes rouges à louer. Et il se trouvait, mes parents parlaient dans notre langue du Togo, où je suis né, le Mina. Et puis, il y a un monsieur qui nous a arrêtés. Et puis, lui aussi parle la même langue. Et puis, il vient du Togo. Et bon, il nous a invités à venir chez lui. Donc, la langue nous a comme rapprochés tout de suite. Et puis, au courant de la soirée, ma mère s'est rendue compte que c'était son petit cousin. Vraiment éloigné. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Non, exactement. Il avait déménagé très jeune en Russie, à l'autre bout du monde, où il avait trouvé sa femme et puis ils ont déménagé au Canada. Togo, Russie, Verdun. Hein? C'est ça l'adéquation. Okay. Exactement. Et puis, il s'est trouvé que son fils allait au camp de jour de Toujours ensemble et c'était mon premier contact avec Toujours ensemble à travers vraiment le monde. Là. Oui, puis c'est intéressant, la notion du camp de jour. Mélissa, vous parlez de tout ce que vous offrez, évidemment, évidemment, je comprends l'année scolaire, j'imagine qu'il y a une certaine concentration, mais ces jeunes-là, vous ne les lâchez pas pendant l'été, c'est ça? Exactement. On a une programmation estivale durant l'été pour justement éviter là, la glissade de l'été. Alors, les jeunes ont besoin d'accompagnement là, tout le long de l'année, puis surtout durant l'été, parce que l'été, les familles travaillent et plusieurs de ces familles-là n'ont pas les moyens aussi là, de payer un camp de jour. Alors, on a une programmation estivale qui est accessible à tous, qui est à très faible coût, où on accueille là, quelques 200 jeunes pendant 8 semaines. Et pendant ces 8 semaines-là, là, c'est des semaines très bien remplies pour les jeunes. On fait toutes sortes de sorties à l'extérieur. Il y a une sortie qui est très populaire à la Ronde, bien sûr. Évidemment. Et oui, c'est une des sorties les plus populaires aussi dans des camps. On se promène aussi dans Verdun pour mieux connaître notre communauté, dans les parcs. Alors, c'est vraiment une programmation bien remplie. Et c'est une programmation qui inclut aussi un camp linguistique qui s'adresse justement aux jeunes issus de l'immigration qui ont besoin d'un coup de main supplémentaire là, pour s'intégrer dans la communauté et réussir leurs études, leur passage dans le fond de la classe d'accueil à la classe régulière. Alors, pendant l'été, on travaille aussi avec ces jeunes-là. Wow, ben en tout cas, vous me faites regretter dans le quartier juste à côté, à Pointe-Saint-Charles et non pas à Verdun. Peut-être que je vais le considérer dans un déménagement éventuellement parce que je pense à mon fils de 6 ans et là, on est dans les périodes d'inscription de camp de jour. Alors tout ça chemine. Oui.
Le 4 jours est offert à partir de 9 ans. À 9 ans, OK, j'ai encore le temps de déménager. Parfait. Oui, vous avez le temps, vous avez un bon 2 ans là, pour chercher un endroit où habiter à Verdun. Et vous, Marc Tavio, je comprends que vous avez travaillé dans ces camps de jour-là, notamment là, dans votre parcours. Là. Exactement. Donc, en finissant le secondaire, j'ai été aide-animateur 1 an ou 2. Et puis ensuite, j'ai intégré toujours ensemble comme employé au camp de jour. Et j'ai passé l'été avec nos jeunes et au courant de l'année scolaire, ça s'est poursuivi au tutorat où je faisais de l'aide aux devoirs. Et puis, chaque année, ça faisait aide aux devoirs, camp de jour, aide aux devoirs, camp de jour. Donc, ouais, c'était ma job-in étudiante qui est assez beaucoup plus cool que, mettons, travailler dans un McDonald's ou... Comme moi qui ramassais des fraises dans des champs. Oui, franchement, plus intéressant, certainement. Puis Mélissa, est-ce que c'est chose courante d'avoir des jeunes qui ont bénéficié de votre organisme et qui se réimpliquent finalement de différentes façons plus tard? Oui, je dirais que c'est même une particularité là, de Toujours Ensemble. Il y a plusieurs de nos employés, des intervenants, des intervenantes qui ont été eux-mêmes bénéficiaires de nos services. Comme ça fait plus de 40 ans qu'on existe et plusieurs années là, établis à Verdun. C'est des jeunes qui habitent à Verdun, qui ont côtoyé l'organisation, qui ont été même inspirés par les services et l'impact que Toujours Ensemble a eu sur leur vie, qui ont décidé justement de redonner. Soit en travaillant dans l'organisation ou de faire aussi du bénévolat. Alors, il y a plusieurs opportunités de bénévolat là, parmi nos programmes. Les gens peuvent aussi aider au tutorat, aider les jeunes à l'aide aux devoirs, aussi livrer des denrées pendant notre campagne du temps des fêtes. Alors, il y a plusieurs façons de s'impliquer, mais je dirais qu'il y a quand même un attachement particulier à Toujours Ensemble. Et on a la chance là, d'avoir pignon sur rue à Verdun, puis d'être bien implanté, bien ancré dans la communauté. Fait que si vous venez à Verdun, là, sur la rue de Verdun, vous allez voir une de nos bâtisses qui a une belle façade orange. Ah oui, on ne peut pas vous manquer. Là. Il y a la façade orange, puis à côté, il y a la façade bleue, mais on s'arrête à l'orange certainement. Exactement, c'est ça. Voilà. Écoutez, si vous voulez, on va continuer tout de suite après une petite pause. Je trouve ça franchement intéressant, puis j'ai hâte d'en savoir davantage sur l'aide que vous apportez, puis de continuer cette discussion-là. Alors, on est de retour au Héros Anonyme. On est avec Marc Tavio-Folly et Mélissa Belle-Rose, tous les deux liés de très près à Toujours Ensemble. On a parlé évidemment de l'accompagnement, de ce que ça permet d'offrir pour ces jeunes-là. Mais sur une base plus personnelle, j'ai le goût de vous demander, Mélissa, vous qui êtes arrivée en poste depuis un peu plus d'1 an, qu'est-ce qui a fait en sorte que cet organisme-là s'est mis sur votre route et vous a dit, moi, ça va être Toujours Ensemble, mon prochain défi professionnel? C'est une bonne question. Moi-même, j'habite à Verdun et alors je connaissais Toujours Ensemble, bien sûr, par cette devanture orange quand je passais devant la bâtisse pour aller au métro, pour aller à mon autre travail. Je voyais toujours là, des jeunes, puis c'était tellement un milieu dynamique. Et jeune, j'ai toujours voulu là, travailler dans un domaine qui avait pour but là, d'aider les gens, à faire en sorte que toute personne, peu importe sa situation, ses défis, ses origines, puisse avoir accès à une éducation de qualité, à un environnement sain et sécuritaire, à un réseau d'entraide. Et c'est ce que Toujours Ensemble fait actuellement. Et moi-même, j'ai eu accès à des bourses financières pour compléter mes études postsecondaire. J'en suis très, très reconnaissante. Ma mère, elle-même aussi, avait des difficultés à l'école.
des troubles d'apprentissage, de l'anxiété. Et mon père n'a pas pu compléter, lui, ses études secondaires. Malgré tout ça, mes parents m'ont encouragée là, à poursuivre mes études, à persévérer, puis à développer mon autonomie, à aider les autres aussi à le faire. J'ai commencé là, dans le milieu à but non lucratif il y a 20 ans là, déjà, ça ne me rajeunit pas, mais je ne changerai vraiment rien là, à mon parcours. C'est un travail qui est absolument merveilleux et le fait de vivre aussi dans cette communauté-là, à Verdun, je suis verdinoise, je vois l'impact immédiat là, sur les jeunes de ma communauté et ça fait tellement chaud au cœur, c'est merveilleux à voir. Bien, certainement. Et Marc Tavio, vous, là, qui avez bénéficié de cet organisme-là depuis votre arrivée, finalement, au Canada, ça a coïncidé avec tout ça. Aujourd'hui, vous avez diplômé, vous avez votre baccalauréat, vous avez un emploi. Qu'est-ce que Toujours ensemble, selon vous, a changé dans votre parcours de vie? Et qu'est-ce qui serait, bon, évidemment, on ne sait jamais, mais qu'est-ce qui aurait pu se produire si Toujours ensemble n'avait pas été au rendez-vous? Je pense que mon intégration aurait été beaucoup plus lente. De un, lorsqu'on est arrivé ici, je ne parlais pas français, donc aller au camp de jour et côtoyer des jeunes à Toujours ensemble au courant de l'année scolaire m'a beaucoup aidé à apprendre beaucoup plus rapidement le français. Donc, il y avait beaucoup de lectures, beaucoup de discussions et les gens qui y travaillaient étaient très ouverts et dévoués. Puis, ça se sentait que tout le monde voulait vraiment m'aider dans mon apprentissage du français. Donc, et puis, c'est vraiment un esprit de collaboration que j'ai gardé tout le long de mon secondaire, cégep, université. Puis, il y a aussi l'aspect plus sociétal, si on veut. Donc, nous, on est arrivés ici et mes parents ne savaient pas nécessairement comment les choses fonctionnent ici, en guillemets. Là. Donc, tu sais, le cheminement, même pour, disons, l'université, ben, c'est un de nos bénévoles qui m'avait suggéré le programme dans lequel j'ai fini par étudier. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que juste de l'aide de devoir. C'est vraiment au plan personnel. Vraiment, ça transforme certainement des belles trajectoires de vie. Et sachant que le taux de diplomation n'est pas en grande croissance, je pense que je suis convaincu que votre organisme a toute sa pertinence. On a parlé des mesures de soutien aux familles. Là, vous parliez des repas à l'école, fournitures scolaires, même denrées alimentaires, le camp de jour. Et tout le reste, là, ça semble s'orchestrer vis-à-vis certains programmes. Là, j'ai entendu parler du programme Parcours, Sac à dos, Passeport pour ma réussite. Qu'est-ce que c'est finalement que tout ça et comment ça s'opère là, dans la vie de tous les jours? Oui, alors, merci pour cette question-là. Vous avez mentionné le programme Parcours. C'est un programme de loisirs là, qui s'adresse aux jeunes de 9 à 17 ans. Et ça permet aux jeunes de développer leur confiance, leur autonomie, mais aussi un sentiment d'appartenance à leur communauté. Les jeunes participent à plusieurs types d'activités tout au long de l'année scolaire et ces activités-là sont conçues aussi avec les jeunes. Alors, c'est des activités qui veulent faire, qui sont vraiment conçues là, avec leur aide. Et il s'agit d'ateliers de sciences, de cuisine, des sorties sportives. Puis là, c'est l'hiver, il fait froid, alors c'est le patinage, la glissade. On organise aussi un gala de fin d'année. Il y a des projets de voyage aussi à l'extérieur de la ville qui sont très accessibles. Puis je mets beaucoup d'emphase sur l'accessibilité parce que c'est très important là, que ces sorties-là, qui sont souvent très coûteuses pour une famille là, à faible revenu, c'est très rare qu'on puisse permettre une sortie à l'extérieur de la ville. Alors c'est essentiel pour nous là, que ces activités-là soient accessibles à faible coût pour permettre justement aux jeunes en situation de vulnérabilité d'y participer et de s'amuser. Et ça, c'est, dans le fond, tout le côté loisir parascolaire. Et il y a aussi des programmes là, de persévérance scolaire. Alors, Sac à dos, qui s'adresse aux jeunes du primaire. On travaille directement avec les jeunes dans les écoles pour les aider à cheminer à travers leurs études au primaire. Et il y a aussi Passeport pour ma réussite, qui s'adresse aux ados secondaires. Alors, on est bien présent là, dans les écoles primaires et secondaires du quartier pour animer des activités ludo-éducatives en milieu scolaire, fournir de l'accompagnement,
par exemple, des ateliers de tutorat et de mentorat. On a un atelier de réparation vélo pour les ados qui permet justement de développer la confiance chez les jeunes et leur faire vivre des réussites au quotidien. Ça aussi, c'est très, très important. Oui. Et on a bien sûr les mesures de soutien aux familles là, qui incluent un service de dîner scolaire, d'accompagnement, une campagne de fourniture scolaire et la distribution aussi de paniers alimentaires durant le temps des fêtes. Vraiment une offre de service qui est très complète. Et pour le programme Passeport pour ma réussite, là, corrigez-moi si je me trompe, je pense que vous prenez finalement un peu, là, peut-être que le terme en charge n'est pas le bon, mais vous prenez un jeune en charge dès le secondaire 1 et vous ne le lâchez pas là, jusqu'à la fin du secondaire 5. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Ce qui est important, c'est de développer un lien de confiance avec le jeune, puis d'être là dès le début, parce qu'on sait très bien là, que c'est des années qui sont très mouvementées dans la vie d'un jeune. Il y a toutes sortes de changements qui se passent. On parle d'hormones, on parle mais aussi de toutes sortes d'enjeux qui entourent ce jeune-là. Alors, c'est très important d'être présent puis d'agir aussi en tant que filet social aussi pour des jeunes, surtout des jeunes qui sont plutôt vulnérables. On sait très bien là, avec l'impact de la pandémie, la fermeture des écoles, ça a eu un impact significatif là, sur la santé mentale de tout le monde, mais surtout là, des jeunes et des ados qui sont particulièrement vulnérables. Ben, totalement. Et ces jeunes-là, je ne sais pas si c'est encore lieu, j'imagine que ça a pris une pause pendant la pandémie. Vous les reconnaissez un peu? Ils ont comme leur diplomation ou un gala de fin d'année pour célébrer ces succès-là? Absolument. Il y a un gala de fin d'année. Dans le fond, tous les jeunes de Toujours Ensemble sont impliqués. Alors, même les plus jeunes, les jeunes là, du primaire jusqu'au secondaire vont participer pour dévoiler, dans le fond, leur talent. Chaque jeune a un talent, que ce soit le chant, la danse, toutes sortes de talents qui peuvent être célébrés cette journée-là. On le fait. Puis aussi, on souligne là, les accomplissements des jeunes en faisant une cérémonie de finissants et de finissantes pour ces jeunes-là. C'est tellement important de reconnaître leurs efforts parce que c'est des gros efforts. Les jeunes travaillent tellement fort. On oublie souvent que les jeunes sont partie prenante aussi dans leur réussite. C'est eux là, qui ont la volonté de réussir. Puis nous, on est là pour les encourager, pour les entourer d'aide et d'un réseau, d'un filet social, justement, pour favoriser leur réussite. Bien, certainement. Et puis disons là, que d'ici 2 ans, je déménage à Verdun. Comment ça fonctionne pour un jeune qui peut-être aurait besoin de Toujours Ensemble? Est-ce que c'est les écoles qui les identifient? Est-ce que c'est les familles qui vous contactent? Comment le lien et la magie s'opèrent entre les jeunes et votre organisme? On reçoit des références des écoles. Bien sûr, on travaille très étroitement avec les écoles primaires, secondaires du quartier. Mais des parents et des jeunes peuvent venir nous voir et s'inscrire à parcours en tout temps et s'inscrire aussi à nos autres programmes en nous appelant, en visitant notre site web. On a aussi là, des formulaires d'inscription sur notre site web. Alors, c'est quand même très facile, très accessible là, comme moyen de s'inscrire. Et on encourage justement là, toutes les familles de Verdun à venir nous voir et se renseigner là, sur nos programmes et nos services. Bien, l'appel est lancé certainement pour aller vous voir et vous êtes difficile à manquer, comme vous le disiez. Je reviens à vous, le Marc Tavio. Qu'est-ce qui, après avoir bénéficié de Toujours Ensemble, a fait en sorte que vous aviez le goût de continuer de vous impliquer avec l'organisme et avec ces jeunes-là de Verdun? Oui, en fait, pour moi, c'était sans question lorsqu'on m'a, pas offert, là, mais lorsqu'on m'a dit, il y a une disponibilité, il y a une place disponible sur le conseil d'administration, j'étais tout de suite intéressé. C'était pour moi une belle façon de redonner une partie de ce que moi j'avais eu. Et c'est vraiment les jeunes qui viennent à Toujours Ensemble, je leur souhaite une infime partie de ce que moi j'ai reçu parce que c'était tellement beau et utile dans le restant de ma vie que je le voudrais vraiment pour tout le monde. C'est immesurable.
Ah, ben tant mieux, parce que je pense que, comme vous le disiez, ben, finalement, tous les deux, il y a quelque chose de spécial à Toujours Ensemble Ouais, qui fait en vraiment. sorte que les personnes qui en ont bénéficié ben, sont interpellées et ont le goût de redonner et Ouais. de s'impliquer dans l'organisation. Euh, D'ailleurs, si on n'est pas un de ces jeunes-là et qu'on a le goût de vous donner un coup de main, comment on peut le faire, Mélissa? Alors, merci pour cette question-là. Il y a plusieurs façons de s'impliquer à Toujours Ensemble. Les gens peuvent faire un don en ligne en visitant notre site Internet toujoursensemble.org, alors en un mot. Et on offre aussi là, des possibilités de bénévolat, comme je disais tantôt, soutien aux devoirs, distribution de denrées aux familles et d'autres occasions de s'impliquer. Mais j'inviterais là, les gens à visiter notre site web et nous trouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et LinkedIn aussi, pour rester à l'affût de nos activités. Ben oui, certainement. Puis j'imagine que comme tout, ben c'est ça, comme tout organisme, vous avez probablement une part de financement public, puis peut-être même vous avez toujours besoin d'appui privé. Si les gens veulent vous soutenir, ils peuvent, j'imagine, aussi le faire sur votre Absolument. site web. Oui, oui. Excellent. Le, Et oui, le allez-y. financement demeure toujours un défi. Ben oui, un défi de tous les jours, certainement. Et Oui, considérant que tous les enjeux sociaux ont un peu été exacerbés durant la pandémie, là, ça a dû augmenter, ça a dû mettre une pression un peu sur votre organisme, là. absolument. Et je vais vous demander qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Toujours Ensemble pour la suite de son histoire qui a commencé, là, vous disiez, là, il y a à peu près 40 ans, fin des années 70? Oui, ben pour la suite de son histoire, c'est une très bonne question. De continuer à travailler avec les forces vives du milieu pour favoriser là, la réussite de tous les jeunes, pour aider là, les jeunes à surmonter justement tous les enjeux sociaux qu'on connaît quand même assez bien là, avec la pandémie qui a été très, très difficile au niveau de la santé mentale, d'agir ensemble. D'impliquer toutes les instances, les organismes, les écoles, mais aussi les jeunes dans la réussite. Euh, les jeunes, c'est notre avenir, c'est notre présent, Ben oui. et ça prend tout un village pour le faire. Ben, certainement. En tout cas, Mélissa Belle-Rose et Marc Tavio-Folie, le temps passe extrêmement vite en votre compagnie. Si les gens ne connaissaient pas Toujours Ensemble, j'espère que maintenant, c'est chose réglée. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. C'était un grand plaisir. Les gens, s'ils veulent vous aider ou qui veulent en savoir plus sur l'organisme, peuvent aller visiter toujoursensemble.org ou appeler au 514-405-3199. On invite aussi les gens à vous suivre sur Facebook et LinkedIn. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite bon succès pour la suite. À vos écoutes, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Eh bien oui, comme la voix vient de le dire, vous écoutez les Héros Anonymes de retour pour ce deuxième organisme. On se déplace dans la belle région de la capitale nationale pour découvrir un organisme que je trouve extraordinaire, que je connais depuis quelques années déjà. Et pour ce faire, on va en parler avec la personne qui connaît très très bien cet organisme-là, sa directrice générale, Nancy Saint-Pierre. Bonjour Nancy Saint-Pierre. Bonjour. Merci de l'invitation. Grand plaisir. L'organisme bénévole d'expertise, j'ai goût de dire le nom donne un peu le punch, mais en même temps, le bénévolat d'expertise, c'est peut-être pas tout à fait clair pour le commun des mortels. Alors, on peut peut-être commencer déjà par expliquer ce que c'est que, Oui. à la fois l'organisme, puis à la fois ce qu'est du bénévolat d'expertise. Bien, bénévole d'expertise, ça le dit, on offre du bénévolat qui offre une expertise professionnelle. Alors, à bénévole d'expertise, c'est du bénévolat de compétences. Notre objectif, c'est d'outiller, de former, encadrer, soutenir les dirigeants des organismes, c'est-à-dire les conseils d'administration ou les directions générales, pour les aider à prendre les meilleures décisions administratives, de passer le moins de temps possible, mais de plus grande qualité, prendre les bonnes décisions, puis être en mesure de pouvoir offrir davantage de services à leur population vulnérable. Alors, nous, on s'occupe d'aller chercher des bénévoles experts, c'est-à-dire des gens qui détiennent une expertise dans l'un de nos 9 champs d'expertise, puis qu'on les forme, puis ensuite, on vient les jumeler avec un organisme qui a un besoin. Donc, on est loin de quand je vais faire du bénévolat, disons, de trier des denrées alimentaires, pour la période des fêtes. Là, on n'est vraiment pas dans cette sphère-là du bénévolat. Non. Alors, dans le bénévolat de compétences, c'est du bénévolat qui est ponctuel. C'est du bénévolat le bénévole qui s'inscrit chez nous
on s'engage à lui offrir minimalement un mandat durant l'année. S'il est prêt à en prendre d'autres, bien sûr qu'on va lui en confier d'autres, mais c'est pas du bénévolat à tous les mardis 2 heures non plus. Ça va être une période de temps, un 10, 15 heures sur une période de 3 mois, 4 mois. Ça va être de faire une planification stratégique, d'accompagner un organisme dans la rédaction d'une politique interne, de revoir les états financiers, mieux les comprendre puis les vulgariser. Ah, wow! C'est super intéressant ce que vous offrez. Puis je regardais je pense qu'il y a une vidéo sur votre site web, vous dites que le bénévole ne le fait pas à la place de l'organisme, mais vient un peu accompagner l'organisme pour qu'il soit en mesure éventuellement de le faire. C'est un peu comme un coach professionnel, un peu, dans le fond, le bénévolat d'expertise? Vraiment. Puis notre objectif, c'est vraiment d'être en transfert de connaissances pour amener l'organisation à prendre toute l'autonomie possible de son organisation dans son entièreté. On peut pas être bon dans tout. Ça peut pas être facile dans tout, mais quand on a un bon coach avec nous pour nous accompagner à prendre les bonnes décisions, ça nous donne confiance, ça nous donne des ailes, mais surtout, ça nous donne encore plus d'autonomie dans la gestion de notre organisation. Bien, ça, c'est clairement, sûrement extrêmement apprécié des organismes qui en bénéficient, sachant qu'ils ont souvent des ressources limitées. Et des fois, c'est des gens qui se retrouvent chefs d'orchestre et doivent jouer de tous les instruments. Et comme vous le dites, on ne peut peut-être pas être bon avec tout, ou du moins avoir une facilité avec tout. Donc, ce renforcement des capacités un peu que vous venez faire est extraordinaire. Bénévole d'expertise, c'est un organisme qui existe depuis, je me souviens bien, à peu près 10 ans. Oui, 10 ans cette année. Joyeux anniversaire. Merci. Et savez-vous d'où c'est venu, finalement, cette idée-là de partir une organisation comme ça à Québec? Bien sûr. C'est en 2010 environ, plusieurs personnes du milieu, autant du milieu communautaire, philanthropique, puis des affaires, qui se parlaient, qui avaient l'occasion de se réunir, disaient « on a un vide de service. Comment le faire? » Puis le répertorier, puis s'assurer qu'il y avait un encadrement à ce type d'engagement-là. Parce qu'il se faisait, mais dans un volet informel. Alors, de fil en aiguille, sous la responsabilité de Centraide Québec Chaudière-Appalaches, il y a un comité aviseur qui a été réuni. Alors, c'était vraiment particulier. On était des gens du milieu communautaire, des gens de fondation, la philanthropie, puis des gens du milieu des affaires. On disait la même affaire, mais on se comprenait pas. On dirait que vous parlez de ma relation de couple. Mais... Oui, vraiment. Mais là, on était dans un trio. Voilà. Mais c'était particulier pendant 2 ans. Puis finalement, au terme de ces beaux échanges-là, c'était en 2012, septembre 2012, que finalement, Bénévole d'expertise est né de ces beaux échanges-là. Puis après 10 ans, on est ce qu'on est aujourd'hui. Ben oui, puis vous, comment ça s'est produit finalement, parce que vous êtes arrivé pas très longtemps après la création de l'organisme, je pense vers 2014. Oui. Qu'est-ce qui a mis Bénévole d'expertise sur votre route et qui fait en sorte que Bénévole est toujours sur la même route depuis environ 9 ans? D'abord, à l'époque, fut un moment où j'étais gestionnaire moi-même d'une petite PME. De fil en aiguille, avec le temps, j'ai pris un poste de coordonnatrice des services dans un centre d'action bénévole. Et c'est ce centre d'action bénévole-là qui avait été mandaté pour venir représenter les centres d'action bénévoles sur la réflexion de la création de bénévoles d'expertise. Alors, il faut comprendre que pour moi, là, je réunissais 2 milieux. Mes connaissances du milieu des affaires et mes nouveaux amours, le milieu communautaire. Fait que de fil en aiguille, là, c'était facile pour moi de travailler sur cette table d'échange-là. Alors, j'ai fait partie du comité aviseur, du premier conseil d'administration dès la fondation. Puis, en 2014, là, on avait la possibilité de pouvoir engager, puis j'ai appliqué comme tout le monde. Puis, je suis arrivée sur la chaise de la direction générale. Puis, si j'y suis encore aujourd'hui, là, c'est d'abord parce que j'y crois, mais aussi parce qu'il y a des beaux défis. Par l'unicité de notre mission, on débarre des portes, on met à terre des murs, puis on dit ça se peut de partager nos compétences, puis de le faire gratuitement, puis que ça fonctionne pour vrai, qu'il y ait un impact durable dans les organisations. Sinon, je n'y serais plus. Ah ben clairement, la magie doit opérer si vous êtes encore après toutes ces années. Et dans le fond, là, puis je paraphrase ce que j'ai entendu, mais vous êtes un peu dans votre rôle, une entremetteuse ou pas une application de dating, mais pas loin, entre un organisme
puis un bénévole, c'est bien ça? Oui, oui, vraiment. Puis la beauté de faire comprendre aux bénévoles experts qu'il a tout à apprendre professionnellement du milieu communautaire, puis dire au milieu communautaire, vous avez tout à apprendre d'un milieu professionnel, puis ensemble, vous allez faire grandir une communauté. C'est ça aussi, bénévole d'expertise. Ah ben oui, parce que que ce soit dans un programme de mentorat, on dit toujours le mentor apprend autant que le mentoré. Vous êtes probablement dans la même dynamique, certainement. Oui, vraiment. Et quand on parle d'un bénévole d'expert, est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a un niveau d'expérience d'année? C'est quoi le pedigree là, ou l'ADN là, d'un bénévole d'expert? Oui. Bien, d'abord, il y a tout le volet professionnel. Il faut que la personne ait minimalement 2 à 3 ans d'expérience, même des fois un peu plus pour certaines expertises, là, d'expérience terrain. Bien que les gens, quand on sort de l'école, on a un volet académique, mais on n'a pas une expérience terrain. Fait qu'on tient vraiment à ce que nos bénévoles aient vu neiger un peu. Alors, des gens d'expérience, des gens généreux, des gens qui sont en mesure surtout de bien vulgariser leurs connaissances. On a 9 champs d'expertise. Alors, RH, finance, communication, marketing, planification stratégique, les affaires et j'en passe. Alors, il faut que les bénévoles soient capables d'offrir l'une de ces expertises-là. Okay. Généralement, c'est des gens qui ont passé par l'université. Quand on parle plus du volet technique, on n'est plus à bénévole d'expertise. On est plus dans le niveau stratégique quand on pense à bénévole d'expertise que dans le volet de la technique, de la mise en place d'une action. Ben, je comprends. Puis effectivement, la notion de vulgarisateur doit être hyper importante. Quand vous avez parlé de finances et des états financiers, pardon, oui. Qu'on parle d'un flux de trésorerie puis les bilans et tout ça, c'est pas clair pour tout le monde. Donc, évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se traduit par cet accompagnement-là. Oui. Tout à fait. Puis nos bénévoles experts, ils doivent suivre une formation avant qu'on leur confie un premier mandat. C'est-à-dire, avant de leur confier un premier mandat, on a monté une formation, un atelier de formation pour justement s'assurer qu'ils aient la bonne posture, le bon discours, qu'ils soient en mesure de bien vulgariser leurs connaissances, l'adapter à l'organisation où ils vont, puis de faire connaissance avec des organisations, parce que lors de la formation, il y a des organisations qui sont là pour venir leur faire connaître un peu le milieu, leur donner un petit peu l'énergie du milieu, mais aussi il y a des bénévoles d'expérience qui sont là puis qui viennent partager de leurs connaissances. Ah, c'est extraordinaire. Donc, vous avez une forme d'assurance qu'il y aura un certain niveau de standard après ça lorsque les bénévoles iront intervenir dans les organismes. Et justement, ces bénévoles-là, vous les trouvez où? Oui. Bien, écoutez, au début, c'est certain, il y a 10 ans, c'était plutôt difficile. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne voyait pas. Mais on a utilisé, entre autres, les réseaux sociaux, dont LinkedIn, qui nous a permis de nous créer puis d'aller cogner à les portes virtuelles de certaines personnes. Puis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de notre notoriété, de notre qualité de service, d'encadrement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en manque tout le temps un petit peu dans certaines expertises pointues, comme de ce temps ici, principalement tout ce qui est le volet des règlements généraux et des échelles salariales, on en cherche, mais sincèrement, on ne cherche pas tant que ça. Ils viennent souvent vers nous de façon naturelle. Nos propres bénévoles sont nos meilleurs ambassadeurs et on a aussi des entreprises privées qui nous font confiance, qui acceptent de vouloir le diffuser à travers leur réseau d'employés. Puis les gens viennent vers nous et ça fonctionne très bien. Bien, clairement, vous devez faire quelque chose de très bien pour que les gens aillent un peu, je dirais, organiquement vers vous. Oui. Mais sûrement, comme vous dites, c'est aussi un travail d'une dizaine d'années qui fait en sorte que maintenant, vous en êtes rendu là. Vous avez fait vos preuves, certainement à la fois comme organisme, mais aussi comme directrice générale. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les expertises, les besoins sont nombreux. Tantôt, j'ai pris pour acquis votre territoire, c'est la capitale nationale, c'est bien ça? Oui, capitale nationale et Chaudière-Appalaches. OK, vous allez de l'autre bord du fleuve aussi. Oui, on se promène. Puis maintenant, même, on est dans un grand projet de développement partout au Québec. Et
ça va être la région de l'Estrie par laquelle on va commencer. Alors, dès le mois d'avril, il y a un travail qui commence à se faire de déploiement avec le milieu. Alors, effectivement, qu'on va travailler avec les organisations du milieu pour implanter le service de bénévoles d'expertise en Estrie. Mais actuellement, même les organisations qui appellent de partout au Québec, on va répondre à leurs besoins. S'ils ont un numéro de charité, ce sont des organismes des organismes de charité. Ah, mais c'est extraordinaire parce que vous n'êtes pas nombreux, les organismes qui font du bénévolat d'expertise au Québec, je présume. Là. Non, il n'y en a pas beaucoup pour pas dire. Il y aurait une organisation dans l'Anaudière, mais sinon, le bénévolat de compétences, c'est une niche très unique. Puis, on essaie de la porter depuis 10 ans, puis surtout de créer des petits avec ça, parce que le besoin n'est pas juste sur Capitale Nationale Chaudière-Appalaches, il est dans toutes les organisations au Québec. Ah, bien, certainement qu'il y a beaucoup d'organismes qui doivent avoir hâte que vous déployiez dans leur région. Le temps passe super vite. Si vous voulez bien, on va prendre une petite pause, puis on continue cette conversation-là tout de suite après. Restez à l'écoute. Alors, on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On poursuit la discussion avec Nancy Saint-Pierre, qui est directrice générale de l'organisme bénévole d'expertise, présente Québec, Chaudière-Appalaches, prochainement Estrie, bientôt tout le Québec, c'est peut-être tout le monde. On a parlé beaucoup du profil du bénévole, puis on a abordé brièvement les organismes pour qu'un organisme puisse avoir, je veux dire, la chance puis le privilège de recevoir ce bénévole-là. C'est quoi les critères? Parce que j'imagine que c'est pas une entreprise privée qui est en mesure de se payer un spécialiste en planification stratégique qui vous appelle. Mm-hmm. Mais il faut savoir que d'abord, le service à bénévole d'expertise, si on parle d'une planification stratégique, il faut savoir que c'est l'organisation qui tient le crayon. Alors, l'organisation doit vraiment avoir une volonté de vouloir embarquer dans une démarche à bénévole d'expertise. Il faut que le conseil d'administration et la direction générale fassent une résolution puis qu'ils disent ensemble, on veut changer quelque chose ou on veut améliorer quelque chose dans notre organisation. Fait qu'il faut que ça soit vraiment une volonté. Puis comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un transfert de connaissances. Alors, le bénévole expert, il agit vraiment comme un coach. Il est assis sur le siège à côté. Alors, l'organisation, elle, est à vocation sociale. Elle a un défi X de gestion. Alors, le bénévole, nous, à bénévole d'expertise, on analyse son besoin, on s'assure qu'elle a les éléments gagnants pour le réaliser, ce défi-là, puis ensuite, on vient lui jumeler un bénévole expert. Non, mais c'est intéressant la posture, puis s'assurer que tout le monde soit à la même place, incluant le conseil d'administration. Là. Je trouve ça fort intéressant comme démarche. Et ces organismes à vocation sociale-là, je me dis qu'il faut être un OBNL ou un organisme de bienfaisance pour être éligible également. Oui, absolument. Alors, sur Capitale Nationale Chaudière-Appalaches et partout au Québec, il faut que l'organisation soit à vocation sociale avec un numéro de charité. Dans certains lieux, comme dans la ville de Québec, dans la ville de Lévis, parce qu'on a des ententes avec les villes, là, on va élargir. On va faire les sports, les loisirs, la culture. On va aller plus grand à ce moment-là. C'est une question de financement. Ben oui, j'imagine. Oui. J'imagine certainement. Puis, parlons-en du financement. Tiens, vous m'amenez là directement. Comment toute cette belle magie-là de bénévolat d'expertise peut opérer financièrement parlant? Bien, si on n'avait pas Centraide Québec Chaudière-Appalaches, on ne pourrait même pas se parler aujourd'hui. C'est vraiment lui qui a mis les premiers sous à la mission. Alors, bénévole d'expertise, c'est tout près de 500 000 $ par année. On a la grande chance que Centraide nous en donne 117. Et le reste, bénévole d'expertise va le chercher par une campagne de financement, par des partenaires, par des ententes avec les villes ou les MRC. Mais sinon, par notre unicité, encore une fois, on n'a pas encore la chance d'être soutenu par les instances gouvernementales. Fait que bénévole d'expertise réussit à rouler sa bosse depuis 10 ans par notre notoriété, notre campagne de financement, puis Centraide. Bien, quand même, c'est un défi, c'est un défi de
tout bon organisme, là, Oui. on peut se le dire, mais avec quand même pas mal d'argent à aller chercher pour boucler votre budget. Et donc, ben, c'est extraordinaire. Les gens lorsqu'ils donnent la Centraide de Québec Chaudière-Appalaches, maintenant savent qu'il y en a une partie qui s'en va chez Bénévoles d'expertise. Les gens peuvent vous aider, évidemment, en devenant bénévole s'ils ont s'ils remplissent les critères, là, évidemment. Oui. Pas juste d'avoir de la volonté, il faut aussi avoir une expertise. Mm-hmm. Et j'imagine qu'il y a d'autres façons de vous soutenir là, comme organisation, en participant notamment à vos événements. Oui. Alors, au mois d'avril prochain, le 28 avril, ça va être notre campagne de financement. Alors, une grande fête qui va être annoncée. Si on va sur nos réseaux sociaux, vous allez la voir. Sur notre site Internet aussi, elle est déjà annoncée. Parce qu'il faut savoir que nos services, puis pour le conseil d'administration de bénévoles d'expertise, on veut s'assurer que les services demeurent gratuits pour les organismes. Ça coûte rien aux organisations de faire affaire avec bénévoles d'expertise. Le membership est gratuit et les services sont gratuits. Faites bien de le nommer parce que... Oui, parce que c'est important pour nous. C'est un cheval de bataille, je pourrais dire, que le conseil d'administration tient à garder. Alors, c'est la campagne de financement qui nous permet de pouvoir maintenir ces services gratuits. Bien, écoutez, j'espère que les gens vont répondre présents à cette campagne-là. Puis à vos différents événements, j'ai eu le plaisir d'y participer d'une certaine façon en étant un prix à l'encan. Là. Je ne sais pas trop comment me définir dans tout ça. Oui, c'est vrai. L'année passée, oui, exactement. J'étais un coach à l'encan. Exactement. Donc, les gens peuvent avoir accès aussi à différentes expertises à travers, en tout cas, ce volet-là de votre financement. Oui. C'est franchement une belle démarche et c'est hyper intéressant ce que vous offrez là. Merci. Au-delà du financement, c'est quoi les défis en ce moment auxquels vous faites face comme organisation? S'il y en a, parce que si tout va bien... Mais je dirais le plus grand défi, puis c'est ce qui reste, qui est notre fragilité actuellement, va rester le financement. Oui. La reconnaissance gouvernementale de notre impact. Le fait que Bénévoles d'expertise n'a pas encore de soutien qui provient du gouvernement, c'est quand même majeur. Tantôt, je le nommais, ce qui est récurrent, c'est Centraide. Le reste, il est annuel. Alors, il faut toujours aller chercher notre argent. Ça, c'est ce qui met toujours un frein à notre développement puis à aller plus loin. Ça nous donnerait des ailes, c'est certain. Mais le jour qu'on aura la reconnaissance du gouvernement, je penserai à prendre ma retraite. Parfait. Ben écoutez, je ne sais pas si je dois vous souhaiter que le gouvernement réagisse rapidement ou que ça prenne un certain temps, parce que clairement, vous êtes certainement la femme de la situation à la barre de cette organisation-là. Merci, c'est bien gentil, mais BE est solide. Ah ben tout à fait. Oui, vraiment. Et je dois vous avouer en toute humilité, avant de creuser davantage qui était bénévole d'expertise, ben je pensais que vous étiez déjà une organisation nationale, donc clairement, vous avez aussi une belle visibilité et beaucoup d'amour de gens qui ne sont pas exclusivement dans la région de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Oui, parce que maintenant, nos bénévoles viennent de partout au Québec. Si on peut dire que la COVID a amené quelque chose de positif, c'est bien ça. C'est de nous ouvrir à dire, pourquoi pas prendre un bénévole qui est à Montréal pour répondre à une organisation à Québec? Parce que finalement, tout se faisait en virtuel. Alors même quand il était à 2 coins de rue. Alors, ça nous a permis maintenant de pouvoir rayonner à la grandeur de la province pour aller chercher des bénévoles partout, puis de dire, pourquoi pas qu'on n'accueillerait pas les autres organisations aussi? Ben oui, pourquoi pas. Certainement, oui. Si vous avez la capacité, pourquoi pas. Et justement, que ce soit un organisme qui a besoin de soutien en bénévolat d'expertise ou un prétendu bénévole, comment ils font pour que tout ça puisse peut-être se passer? Ils vous contactent tout simplement? Ou il peut nous contacter par téléphone. Les gens, souvent, vont prendre le téléphone, vont poser des questions. Mais sinon, quand la démarche, ils sont certains, c'est sur notre site Internet. Alors, il y a un espace vraiment, l'espace organisme et l'espace bénévole. Puis lorsque vous allez dans ces volets-là, vous allez dans le formulaire et procédures. Puis vous allez avoir toute la démarche. Alors, il y a pour les bénévoles, bien entendu, un petit formulaire à remplir avec leur CV à nous envoyer. Et pour l'organisation, un petit formulaire à remplir, puis de nous envoyer leur résolution du conseil d'administration. Une fois que nous, on reçoit ça, c'est notre collègue Nadia qui analyse les dossiers, puis elle communique avec chacune des candidatures qui rentrent, que ce soit des bénévoles ou des organisations. Alors maintenant, je sais que chez Bénévoles d'expertise, il y a une Nancy et une Nadia. Est-ce que vous êtes une grande équipe pour réussir à créer tous ces maillages-là? On est 6 en équipe permanente. OK, quand même. Oui. Alors, on a 3 coordonnatrices. Ce sont elles, principalement, qui
qui font les jumelages entre les organismes et les bénévoles, qui rencontrent puis qui analysent le besoin de l'organisation, qui rencontrent les bénévoles pour bien situer leur expertise, leur personnalité, puis faire les bons matchs. Actuellement, on a un poste d'ouvert à la coordination. Alors, si les gens nous entendent et ont envie d'en découvrir davantage, qu'ils n'hésitent pas à aller nous visiter sur le site Internet, ils vont voir le poste qui est affiché. Ah ben l'appel est lancé. Et puis, vous arrivez sur un élément qui est super important, je trouve, c'est que les opportunités de bénévolat ne sont pas juste affichées sur un tableau puis, ou sur un site web, puis le bénévole qui est intéressé va aller cliquer là-dessus puis va être mis en contact. Il y a vraiment toute une validation de s'assurer que vous avez le meilleur jumelage possible, les meilleures conditions gagnantes des deux côtés, une formation d'encadrement. Oui. Donc, on n'est pas juste sur un babillard d'offres là, de bénévolat. Oh non, assurément pas. Puis, je vous dirais même que lorsque le mandat il est terminé, il est évalué aussi, autant de la part du bénévole que de l'organisme. C'était-tu un bon bénévole pour vous? Est-ce que c'était une bonne organisation pour vous? Est-ce que ça a bien fonctionné? Puis on s'assure de faire une rétroaction à ces aux deux éléments, c'est-à-dire au bénévole et à l'organisme à la fermeture du mandat. Un a dit ça de vous, on vous remercie. L'autre a dit ça de vous, on vous remercie. Ah, ça c'est très... tout est bien attaché. Oui, puis ça nous permet aussi d'aller chercher... toujours une amélioration, de mieux se positionner dans l'analyse du besoin, de mieux accompagner nos bénévoles, des fois nous faire une mise en contexte un peu plus grande dans certaines situations, mais s'assurer que ce qu'on veut, c'est qu'au terme d'un jumelage, il y ait une prise de nouvelles connaissances mutuelles de part et d'autre. Bien, vous faites un travail extraordinaire, là, votre équipe, aussi petite soit-elle, réussit à faire beaucoup, puis je vous souhaite qu'elle soit plus grande d'une personne, du moins pour le poste qui est disponible, parce que certainement les besoins sont là pour travailler quotidiennement avec des organisations communautaires ou à vocation sociale. Eux-mêmes font face à une pénurie de bénévoles. Hein. Ils ont un peu déserté, puis pas nécessairement de bénévoles d'expertise quand je parle des organismes, mais les bénévoles terrain ont déserté un peu avec la pandémie, mais évidemment, ça allait de soi. Souvent, c'est des gens qui étaient un peu plus âgés, donc plus fragiles par rapport à la COVID. De votre côté, pénurie de main-d'œuvre, je dis toujours pénurie de main-d'œuvre, souvent, c'est une pénurie à la fois de main-d'œuvre rémunérée et bénévole. Est-ce que vous avez vécu ça ou tout se passe quand même relativement bien? Au début de la COVID, ça a été majeur, on s'entend. Là, les gens qui venaient faire de l'action puis que c'était de rencontrer des gens. Là, on les mettait en virtuel devant les écrans. Fait qu'effectivement, qu'on a eu une perte quand même importante de bénévoles, mais d'un autre côté, en utilisant notre réseau, on a regagné beaucoup de bénévoles et eux savaient qu'en s'engageant, c'était du bénévolat virtuel qu'ils allaient faire. Alors, depuis 2020, dans le fond, sincèrement, pour nous, ça va très bien. Mis à part le tout début là, de la COVID, mais aujourd'hui, on est capable de faire notre recrutement, puis on n'a pas de problème. Au niveau de la main-d'œuvre, ça restera toujours facile. C'est un grand défi du milieu communautaire. On ne peut pas avoir une compétition au niveau des salaires, mais on a une contribution humaine tellement grande, alors il suffit de trouver les bonnes personnes. Encore une fois, c'est un bon match. Il faut trouver le bon match. Totalement. Tant mieux. Vous avez certainement une recette magique là, pour les bénévoles et puis clairement aussi pour votre équipe parce que je regarde d'autres organismes où les taux de roulement sont assez importants et trouver des bénévoles, c'est moins en moins évident considérant que les besoins augmentent. Donc, la courbe là, est un peu en opposition. Si je vous donne une baguette magique pour vos prochaines années, vous en faites quoi avec Bénévoles d'expertise? Évidemment, aller chercher du financement gouvernemental, j'imagine? Oui, ça, c'est certain. Une reconnaissance, surtout. Si on avait cette reconnaissance-là, ça serait magique. On me donne une baguette magique bénévole d'expertise. Oh! J'aimerais doubler le nombre de mandats pour être en mesure de pouvoir aider encore plus d'organisations. Ça serait vraiment extraordinaire. Puis cette baguette magique-là, bien évidemment, si on veut réaliser ça, il faut avoir la reconnaissance, un financement qui va avec. C'est une petite roue, là, la poule ou l'œuf. Là. Mais faire plus de mandats encore, avoir plus d'impact, puis, je pense que ce serait ça. Je vous le souhaite, qu'il y ait une baguette ou qu'il n'y en ait pas. Je souhaite que tout ça se réalise et que vous continuez de faire des jumelages qui profitent, oui, aux organismes, oui, aux gens qui ont donné de l'expertise, mais qu'ultimement profitent à l'ensemble de la société. Évidemment, par ricochet, le temps a passé très, très vite. Je vous remercie beaucoup, Nancy Saint-Pierre, de vous être prêtée à l'exercice. C'était une rencontre extrêmement agréable et extrêmement intéressante pour en apprendre plus sur l'organisme qui est Bénévoles d'expertise. Un grand merci de cette vitrine cet après-midi. Je suis bien contente.
plaisir partagé. Les gens qui veulent en savoir davantage sur Bénévoles d'expertise, je vous invite à vous rendre sur le site qui est bénévole au pluriel-expertise au singulier.com ou vous pouvez également appeler au 418-914-5589. Merci beaucoup, Nancy Saint-Pierre. Ça fait un immense plaisir, comme je disais. Je vous souhaite évidemment le meilleur des succès pour la suite, pour vous et pour votre organisme. Bien, merci beaucoup, puis au plaisir. Merci du beau travail que vous faites. Merci, c'est très gentil. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités de Verdun jusqu'à Québec. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêtés sur notre émission, bien, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes qui, je l'espère, bien, maintenant, n'ont plus de secret pour vous. Alors, peut-être pourrez-vous les soutenir, vous impliquer ou à l'inverse, vouloir en bénéficier. Alors, quoi qu'il en soit, je vous donne évidemment rendez-vous, comme à l'habitude, la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir 2 autres héros anonymes. Et savez-vous, notre émission est disponible, oui, sur le site de Canal M, mais également sur les différentes plateformes de balado, iHeartRadio, Spotify, Google Podcasts et Apple Balado. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.